Donc bonjour à tous. J'ai fait ce sujet pour expliquer un petit peu comment ça marche dans PHP. On parlera un petit peu de userland, etc., etc. Donc au niveau présentation, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'utilise PHP depuis pas mal de temps maintenant. J'ai été release manager de PHP 5.5 et 5.6. Et donc, je travaille un peu sur le cœur de PHP. Sinon, je travaille chez Essential Labs sur le projet Blackfire. Il y a un stand à l'extérieur si ça vous intéresse. Et puis, voilà, vous pouvez me contacter avec toutes ces informations. Et puis, je tiens un blog sur lequel, d'ailleurs, j'ai fait un article sur les threads qui n'est pas tout à fait terminé. Il faudrait que je push le code terminé. Voilà, donc j'en ai fait aussi une petite conférence. Voilà, donc le programme qu'on va avoir ensemble. Donc on va rappeler un petit peu comment ça fonctionne une machine aujourd'hui. C'est toujours bon de le rappeler de manière générale. Comme ça va nous permettre de définir ce que c'est. Alors on ne va pas trop rentrer dans les détails, hein. On a 40 minutes, on n'est pas non plus là pour refaire l'architecture d'Unix, etc. Mais voilà, on va faire quelques rappels qui permettent d'amener et de comprendre comment PHP utilise des threads. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais on va détailler. Et puis, on détaillera donc le fameux mode ZTS, Zen Thread Safe. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi, comment. Vous avez peut-être déjà vu passer ces trucs-là. On verra ça d'un point de vue développeur PHP. Hein. En quoi ça m'impacte, ce mode ZTS, qu'est-ce que c'est, pourquoi je l'utilise pas, voilà. Que tout le monde ait finalement un bon aperçu de ce que c'est. Et puis on lancera 2-3 petits sujets sur la programmation parallèle avec le langage PHP en userland. On verra ça ensemble. Alors, donc au niveau architecture, donc aujourd'hui on a des machines avec plusieurs CPU, plusieurs cœurs par CPU, c'est à peu près la même chose que plusieurs CPU. Bon. Et donc pour traiter plusieurs tâches en même temps, il y a deux gros modèles qui existent, le modèle de concurrence et le modèle de parallélisme. Donc au niveau de la concurrence, on va prendre un processeur et puis on va diviser sa fréquence et puis on va dire que tous les N, ce qu'on appelle des time slots, on va passer une tâche dessus. Okay, donc ça va tellement vite qu'on a l'impression qu'il y a plein de tâches qui se font en même temps, alors qu'en fait non, elles se font toutes les unes à la suite des autres. Et puis il y a aussi le parallélisme. Le parallélisme, c'est quand il y a plusieurs CPU, plusieurs tâches, et là on distribue les tâches sur plusieurs CPU. Donc là, effectivement, à un moment T, on est en train d'effectuer plusieurs opérations en même temps. Voilà. Et généralement, on mixe les deux. Okay, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs CPU, plusieurs tâches, et qu'en plus, sur ces CPU-là, on va diviser leur temps pour pouvoir faire passer plusieurs tâches dessus. Okay, donc voilà globalement au niveau des modèles. Alors pour ça, on utilise ce qu'on appelle des processus. Hein. Le processus, c'est la plus petite entité qui existe dans Unix pour représenter ce que c'est qu'une tâche. Okay. Et puis derrière, alors on ne va pas parler, mais il y a le scheduler de l'operating system qui fait le boulot. Il y a beaucoup de boulot à faire, mais on ne va pas trop détailler. Donc voilà un petit peu ce que c'est. Je rappelle ce que c'est qu'un processus. Donc voilà, vous avez l'UID, le GID, le UID, donc l'effective, la current working directory, etc., etc. Donc en gros, un processus, c'est une structure mémoire qui, on va le voir, est relativement lourde. Hein. Le kernel, il a beaucoup de travail à faire quand il faut lancer un nouveau processus. Je parle sous Unix de manière générale et de manière plus spécifique sous Linux. Sous Windows, je ne peux pas vous dire grand-chose puisque je n'ai pas accès à la source, donc je ne vais pas pouvoir vous dire comment ça fonctionne. Alors, petit rappel, donc voilà, en schématisant, donc la concurrence, voilà ce que c'est. On a un seul CPU et puis on va diviser sa fréquence pour passer plusieurs tâches les unes derrière les autres. Et puis au niveau parallélisme, là, cette fois-ci, on a plusieurs CPU, donc là, on peut effectivement traiter plusieurs tâches en même temps. Donc une tâche, qu'est-ce que c'est ? Une tâche, de manière générale, c'est un processus. Okay. C'est un processus qu'on va mettre sur le CPU et puis qui va exécuter ses instructions. Un processus, donc c'est lourd. Un process, quand vous prenez sous Unix, c'est relativement lourd. Quand il faut préparer un processus et le lancer, ça prend un certain temps et puis ça bouffe un petit peu de mémoire aussi. Okay, ce qui fait qu'on est limité finalement en termes de processus qu'on peut lancer sur sa machine. Au bout d'un certain nombre, finalement, il n'y a plus assez de ressources, il n'y a plus assez de CPU, il n'y a plus assez de mémoire. Et donc là, ça commence à ramer dans tous les sens.
Donc ça, c'est le premier modèle. Après, on a inventé, il y a super longtemps aussi, hein, le concept de thread. Alors, on appelle ça aussi des processus légers. Donc là, c'est pareil, hein, je ne vais pas réinventer la roue, je ne vais pas refaire toute l'histoire, etc. Vous avez énormément de bouquins qui traitent des sujets qui sont en accès libre, la plupart sur le web en plus. Après, vous avez des bouquins dans différentes bibliothèques si vous voulez vous renseigner, mais globalement, qu'est-ce que c'est qu'un thread? Ça ressemble énormément à un processus, hein, si on regarde bien. Vous avez un identifiant, vous avez une priorité, vous avez un masque de signaux, vous avez les registres CPU qui sont sauvegardés, et puis au niveau de ces états, hein, le thread peut avoir plusieurs états, c'est de manière générale à peu près les mêmes états qu'on retrouve au niveau des processus aussi, et de manière générale c'est à peu près les mêmes fonctions pour passer d'un état à l'autre. C'est un petit peu différent des process, mais bon, de manière générale, ça fonctionne de manière très semblable. En fait, les threads et les processus, on peut un petit peu dire que c'est des frères, hein, des frères et sœurs. C'est vraiment très semblable. Là où il va y avoir une différence, c'est que les threads sont plus légers que les processus. Hein. Donc on a vu un processus, c'est un mastodonte. Hein, quand il faut lancer un nouveau processus, ça fait beaucoup de boulot. Les threads, eux, ils sont beaucoup plus légers que les processus de manière générale. Et en plus, le gros avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'on va pouvoir les programmer du côté userland. Alors que sur un processus, on est beaucoup plus limité, on va dire. Sur un thread, on va, du côté programmeur, userland, on va pouvoir prendre la main précisément pour lancer tel thread à tel moment, à garder des pools de threads de côté, etc. Ce qui est plus difficile, voire impossible à faire en userland avec des processus. Et vu qu'ils sont plus légers, leur structure en fait est plus légère. Il y a moins de mémoire qui est impactée là derrière. Donc pour créer un thread, hop, on claque des doigts et puis le thread est créé. Globalement, c'est à peu près ça, hein, pour schématiser. La machine a beaucoup moins de boulot à faire que pour la création d'un processus. D'accord ? Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que si on regarde un petit peu le modèle, donc là j'ai essayé de reschématiser un petit peu tout, on va voir qu'en fait, les threads, s'ils sont plus légers que les processus, c'est parce que entre eux, ils vont partager des structures mémoire qu'il n'y a pas besoin de dupliquer, comme dans le cas des processus. Donc les threads, ils ont leur propre registre, leur propre stack, ils ont leur propre masse de signaux, leur propre priorité, mais c'est à peu près tout. Après, tout le reste de la mémoire, ils vont la partager avec la mémoire du processus central qui leur a donné naissance et avec tous les autres threads, donc leurs frères. Ça se compte assez souvent par milliers, hein, d'accord. Donc ils vont partager toutes ces structures ensemble, ok. Et puisqu'ils partagent beaucoup de mémoire, eh ben, ils sont finalement beaucoup plus légers à créer, beaucoup plus légers à tuer, beaucoup plus légers à piloter. Par contre, les threads vivent dans un processus. Okay, donc il n'est pas possible de lancer un thread qui n'est pas rattaché à un processus. C'est pas possible. Donc généralement, vous avez un processus qui est démarré et à l'intérieur, vous dites je veux démarrer 300 threads dans ce process et puis après je vais les manager moi-même. Je vais dire ils font ça, ils font ça, ils font ça. Évidemment, si le processus crash, si le processus meurt, tous les threads qui sont dedans meurent aussi. Donc ça fait partie des inconvénients, hein. Il y a tout un tas de choses qu'on peut voir. Et puis il y a d'autres dangers, surtout le danger principal, c'est l'accès à la mémoire partagée, hein, puisque les threads partagent le heap, partagent le heap du processus et le data segment, donc ils partagent en fait beaucoup de choses. Ils ont juste leur stack. Hein. Donc quand vous appelez une fonction avec un thread, il reçoit ses propres arguments dans sa stack avec sa propre mémoire. Après, tout le reste, notamment tout ce qui est accès à la mémoire globale, là c'est partagé entre plusieurs threads et avec le processus principal. Okay, donc là, il faut faire très attention quand on fait de la programmation threadée. Si plusieurs threads, parce qu'ils peuvent être exécutés de manière parallèle, hein, sur différents CPU, exactement au même moment. Donc si plusieurs threads accèdent à un même espace mémoire, en écriture, en lecture, après il y a différents cas, à ce moment-là, il faut faire attention à ce que ce soit exclusif, mutuellement exclusif, et quand c'est mutuellement exclusif, on utilise ce qu'on appelle des mutex. Hein.
mutual exclusion. Donc les mutex, les sémaphores, les locks, ça veut dire en gros, cette zone mémoire, tu me la réserves, je l'écris et tu la relâches. Et ensuite, le thread suivant va pouvoir y accéder. Sinon, il est en état bloqué, il attend que le lock soit débloqué. Donc en fait, au niveau programmeur, quand on programme, quand on écrit des programmes, c'est beaucoup plus difficile d'écrire des programmes qui utilisent des threads sous Unix de manière générale que des programmes qui utilisent des processus. Parce qu'avec des processus, la mémoire est clairement séparée par le kernel. Vous ne pouvez pas accéder à des structures mémoire d'un processus à côté. Ça a des avantages et des inconvénients. Et des fois, on veut partager des choses, et des fois, on ne veut justement pas les partager. Tout va dépendre de ce qu'on veut faire, mais la plupart du temps, dans des programmes, on veut partager un certain nombre d'informations entre plusieurs processus ou entre plusieurs threads, justement. Donc là, à ce moment-là, c'est plus avantageux d'utiliser des threads, mais il faut faire très très attention. Donc voilà, là, j'ai essayé de lister un petit peu un espèce de résumé qui n'est pas exhaustif, mais qui n'est pas loin d'être exhaustif, globalement, ce qui va se passer au niveau des threads. Donc, c'est principalement les file descriptors. Donc, vous ouvrez un fichier, vous popez 50 threads. Les 50 threads ne peuvent pas accéder au même fichier en même temps. C'est le même file descriptor. D'accord ? Il faut le dupliquer auparavant. La gestion des signaux aussi est assez pénible à faire au niveau des threads, relativement pénible même, et puis la mémoire principale. Donc ça, c'est partagé entre tous les threads. Donc voilà, ce qu'il faut mémoriser, c'est que les processus sous Unix, c'est bien, mais c'est relativement lourd, encore qu'avec les machines d'aujourd'hui, bon, on arrive quand même à faire des choses assez sympas, mais les threads vont quand même plus vite pour faire des tâches un petit peu plus légères qui ont justement besoin de partager de la mémoire. Par exemple, le traitement d'image, vous dites, il y a combien de lignes? Il y en a 1000. Bon, je vais popper 1000 threads et chaque thread va accéder à la même image, mais va accéder à une seule ligne de pixels. Sauf que ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Ça fonctionne généralement par des matrices 8-8, notamment en JPEG. Et c'est comme ça que les programmes sont capables de traiter tout un tas de choses en parallèle, mais ils accèdent bien aux mêmes structures mémoire en même temps. La plupart du temps, c'est en lecture, donc ce n'est pas très grave, mais dès qu'il y a de l'écriture, c'est assez difficile. Il faut verrouiller la mémoire, etc., etc. Alors, comment ça fonctionne avec PHP? Donc, je rappelle un petit peu comment le multitâche, entre guillemets, fonctionne avec PHP. Donc PHP, depuis 1995, depuis qu'il a été créé, il a toujours été créé avec le même but. C'est-à-dire PHP lui-même, il est là, c'est un processus, il est capable de traiter des requêtes web, et on va voir qu'en fait, le travail est plutôt, à la base, en 95, était plutôt fait par le serveur web. Aujourd'hui, il est plutôt fait par CGI, avec FPM notamment, mais globalement, vous avez deux manières de traiter plusieurs utilisateurs, plusieurs requêtes. Soit vous encapsulez PHP dans le serveur web, soit vous sortez PHP à l'extérieur, et puis vous le laissez s'autogérer. Donc ça, c'est le cas face CGI, c'est le cas qui est en bas sur le slide. Donc le cas classique que tout le monde connaît, qu'on utilise moins aujourd'hui dans les années 2010, 2015, 2017, c'est le cas où Apache est embarqué dans le serveur web, où PHP est embarqué dans le serveur web, pardon. Donc le cas Apache, par exemple. Le cas de ZS, donc là, vous dites à Apache, pour traiter différentes requêtes, tu vas te forker, donc Apache se fork, donc Apache crée des processus, et dans chaque image processus, il y a PHP. Donc en effet, en termes de consommation mémoire, c'est très lourd. D'accord ? Si vous avez des centaines et des centaines de workers, on appelle ça Apache, avec PHP dedans, puisqu'il y a l'image mémoire de PHP qui est confondue avec l'image Apache, dès qu'il faut la dupliquer pour se forker, pour créer des processus, on duplique, entre guillemets, autant de mémoire. C'est pas vrai, le kernel fait beaucoup d'économies là-dessus, avec le fameux copy on write et le fameux bug qu'il y a eu il y a un an, sur le copy on write justement, mais voilà, globalement c'est assez lourd. Le modèle du bas, c'est face CGI, c'est la même chose. C'est la même chose, ça utilise des processus, sauf que les processus sont séparés. Vous avez Apache qui va créer plusieurs processus, je simplifie un petit peu, pour traiter des requêtes web, HTTP, et dès que la requête concerne PHP, un des processus Apache qui a pris en compte la requête pour PHP va la passer à PHP au travers du protocole FastCGI, d'accord, FastCGI, qui est normalisé. Et là, FastCGI, c'est quoi ? C'est PHP et séparé d'Apache. PHP, pareil, il va forker plusieurs processus, et puis ils vont discuter avec les processus Apache, chacun de leur côté. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire fonctionner un Apache PHP.
Alors ça marche avec autre chose qu'Apache, hein, j'ai pris du Apache, mais ça marche avec autre chose qu'Apache. Pour ça, on utilise PHP FPM. Hein. PHP FPM, qu'est-ce que c'est? C'est une Fast Process Manager. C'est du Fast CGI, hein, tout simplement. Hein. C'est PHP en Fast CGI, mature, fonctionnel. Okay. Dans tous ces cas de figure-là, il ne s'agit que de processus. Il n'y a pas de thread. D'accord? C'est des process. Okay. Voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est sous Unix de manière générale. Mais il peut y avoir des cas dans lesquels il va y avoir des threads qui vont intervenir. Par exemple, si le serveur web décide d'utiliser des threads et non pas des processus pour traiter différentes requêtes. Apache est capable de faire ça aussi. Il suffit de changer le multiprocessing module, le MPM, et au lieu d'utiliser le MPM préfork, qui crée des processus, des sous-process Apache, on va utiliser le MPM worker, qui lui va créer des sous-threads Apache dans un seul main process. Alors il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait un thread qui crache, sinon il emmène tout le monde avec. C'est le principe des threads. Hein, okay. Ou alors, quand on parle de la plateforme Windows, il faut savoir que Windows, c'est un peu le contraire d'Unix. Windows n'utilise pas très peu de processus, mais utilise massivement des threads. Les threads sont beaucoup mieux designés, beaucoup plus efficaces, rapides, intelligents et de manière générale bien meilleurs sous Windows que sous Unix. C'est normal. Microsoft a toujours parié sur les threads depuis le noyau NT, depuis 95-98, quand ils ont commencé à développer le noyau NT. Unix, eux, le monde Unix, ça a plutôt été le processus, et ensuite, les threads, ça commence à apparaître, c'est intéressant. Ok, on va incorporer les threads. Mais voilà, de manière générale, quand vous êtes dans le monde d'Unix, Linux, Mac, etc., vous êtes plutôt sur du processus. Hein, bon, ça tend à s'équilibrer un petit peu tout ça aujourd'hui. Hein. Et quand vous êtes sur Windows, là, par contre, vous êtes plutôt clairement sur du thread. Okay. Donc, si vous faites tourner PHP sous Windows ou si vous faites tourner PHP sous Linux avec Apache NPM Worker, eh bien, PHP va se retrouver dans un thread pour traiter la requête courante. Et quand il se trouve dans un thread, il va falloir bien gérer les accès mémoire. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle ZTS. Donc, qu'est-ce que c'est que ZTS? ZTS, c'est un mode de PHP particulier qui s'appelle ZenThread Safe, qui veut dire ZenThread Safe, ZenThread Safety. Okay. Donc je rappelle que PHP lui-même ne sait pas utiliser de thread, ne sait pas créer de thread. PHP n'est pas un programme qui est threadé. Il ne fait pas de multitâche PHP. Il fait des choses de A à Z. Et évidemment, s'il y a quelque chose de bloquant, c'est bloquant. D'accord ? Ça a été fait, ça a été conçu comme ça. C'est le serveur web qui va s'occuper des différents processus ou des différents threads. Mais donc PHP peut, malgré lui, vivre dans un thread. Même si lui, PHP, ne crée pas de thread et n'utilise pas de thread, il est, de temps en temps, selon votre setup, il est embarqué dans un serveur web et il se trouve que ce serveur web utilise des threads pour traiter différentes requêtes. Donc PHP se retrouve dans un thread. Et s'il est dans un thread, il faut qu'il soit absolument compilé avec le mode ZTS. Donc pour vérifier si vous avez le mode ZTS, vous voyez ici un petit exemple de script en bas. Vous faites un PHP-V. Et avec le PHP-V, alors c'est du PHP 7, hein, évidemment, avec le PHP-V en bas, entre parenthèses, il vous indique ZTS, c'est un PHP ZTS, ou alors NTS, non-thread safe, il n'y a pas ZTS, donc NTS. Donc normalement, si vous êtes sous Linux, vous faites PHP-V, c'est en NTS. Hein. Il y a, à mon avis, même pas 1% de personnes qui vont avoir du mode ZTS sous Linux. On va en reparler un petit peu après. Donc, qu'est-ce que c'est que ZTS finalement? C'est une manière de programmer le cœur de PHP et ses extensions en C. Donc, en fait, c'est quoi? C'est une couche en C qui a été conçue pour que quand on essaye d'accéder à une variable globale dans le cœur de PHP, eh bien, si on est threadé, c'est sécurisé. Si on n'est pas threadé, il n'y a pas besoin de sécuriser quoi que ce soit, mais vous allez voir que le code est fondamentalement différent entre les deux modèles, et donc il y a une couche d'abstraction par-dessus tout ça qui va être capable de gérer ça. Quand vous êtes en termes de programmeur, vous dites « je veux accéder à la globale foobar », et ZTS va dire « ok, c'est des threads, donc on va faire comme ça. C'est pas des threads, donc on va faire comme ça. » Voilà ce que c'est que le ZTS en fait. Hein. Alors, un des premiers rôles de ZTS, c'est d'abstraire toutes les libs de thread. Alors, je ne vais pas m'étendre non plus, mais contrairement au processus, un processus, vous n'avez pas besoin d'une librairie. Pour créer un processus, l'appel système, c'est fork. Point.
depuis 1970, depuis qu'Unix existe. C'est fork, point final. Et vous n'avez rien à faire puisque le scheduler va automatiquement s'en occuper. Quand vous voulez utiliser des threads, puisque les threads n'existaient pas au début d'Unix, ils ont été rajoutés après dans le kernel. L'appel système, c'est clone. Et c'est plus difficile à gérer. Donc, il y a des librairies qui sont apparues pour pouvoir gérer des threads. Et des librairies, il y en a pas mal. Il y a GNU-PTH, il y a POSIX-Thread, il y a SGI, il y a BIOS, et il y en a encore d'autres. Pas tout détaillé, ça c'est globalement celles qui sont supportées par ZTS, par PHP. Okay. Vous choisissez la lib que vous voulez quand vous compilez PHP avec -wiz tsrm et ensuite vous lui passez le nom de la lib. Il faut savoir que chaque librairie a des performances différentes en fonction des CPU, en fonction des machines, etc. etc. Donc là, c'est à vous de vous renseigner, c'est à vos archis de savoir faire ça. De manière générale, on utilise beaucoup pthread aujourd'hui. POSIX-Thread, c'est la plus mature, c'est celle sur laquelle on a le plus contribué. Hein, de 1970 à aujourd'hui, bon, bah, ça s'est un peu décanté. Il y a une librairie qui est un petit peu sortie du lot, c'est pthread, mais il en existe d'autres. Et donc, toutes ces libs, bah, c'est des libs qui sont différentes. Donc, pour créer un thread en GNU-PTH, il faut appeler telle fonction et faire ceci, cela. En pthread, il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà, donc déjà, c'est assez pénible à faire. Si on doit gérer ça dans le cœur de PHP en permanence, vaut mieux qu'il y ait une couche d'abstraction. Okay, bah, cette couche d'abstraction, c'est ZTS qui va la fournir. Et en interne, elle s'appelle TSRM, cette couche. Thread Safe Resource Manager. Okay, c'est la couche qui gère la thread safety dans PHP. Elle est entièrement codée dans son propre dossier dans la source. Donc si ça vous intéresse, vous prenez la source de PHP, vous ouvrez le dossier de TSRM. Vous avez tout dedans. Okay. Pour l'utiliser, vous compilez PHP avec -enable maintainer ZTS. De là, ça va compiler un PHP ZTS qui va utiliser donc le TSRM pour pouvoir gérer la concurrence des requêtes dans le cas d'utilisation de thread. Alors, comment ça marche? Bah, là, j'ai fait un exemple d'extension PHP bidon. Lorsque vous n'êtes pas dans un thread, c'est le petit snippet du haut. Vous pouvez accéder à n'importe quelle variable, n'importe comment. Par exemple, ici, j'utilise une variable globale qui s'appelle val. Okay, et puis, je mets la valeur 3 à l'intérieur. Boum. Si là, à ce moment-là, je suis dans un contexte threadé, là, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Mais quand on est en minute, c'est le module initialization, c'est quand PHP démarre, là, on n'a pas encore de thread. Donc là, on a un contexte global dans le process principal. Là, on peut écrire, en effet, dans une variable globale. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand on est en RInit, Request Initialization, là, on est dans un thread, puisqu'on s'apprête à traiter une requête côté PHP. C'est-à-dire que côté serveur web, en imaginant un 2IS ou un Apache avec NPM Worker, le thread a déjà été créé. Ça y est, je suis dans un thread. Si là, j'accède à une variable globale, il faut protéger son accès. D'accord ? Et pour protéger son accès, j'utilise ici une macro qui s'appelle wow_g pour global. Hein. Okay. Et en fait, ça, c'est ZTS, c'est TSRM. Je vais vous montrer comment ça marche. En fait, cette macro wowg, elle va mener vers du code différent selon si on considère un PHP ZTS ou un PHP non ZTS. Pour que nous, en tant que programmeurs d'extension ou programmeurs de PHP lui-même, on n'ait pas besoin de se poser la question, alors, attends, je vais accéder à une globale, alors attends, si je suis en thread... Non, ça c'est fait derrière la macro. Lorsque je ne suis pas if ndef ZTS, quand je ne suis pas en mode ZTS, j'accède directement à ma structure mémoire, puisque je suis dans un processus. Lorsque j'utilise du ZTS, on voit que c'est déjà beaucoup plus compliqué. D'accord ? Il y a un appel de fonction qui s'appelle, ça mène vers un appel de fonction qui s'appelle tsrm getLsCache. Et puis, c'est un void de 3 stars. Alors là, on commence à sentir que ça sent pas bon. Ça sent la complexité. Dès qu'il y a 3 étoiles, ça fait mal. 2, c'est gérable. C'est une liste de pointeurs. Mais 3, ça commence à se compliquer un petit peu. Donc, on sent que c'est un peu compliqué. Alors, c'est un peu compliqué. On va regarder un petit peu comment ça marche rapidement pour voir un peu comment c'est fait. Alors, je prends le modèle pthread. Hein, je ne vais pas commencer à détailler tous les modèles de thread. Okay. Donc, le modèle pthread, donc c'est facile. À chaque thread, on attribue une clé. Et cette clé, elle va permettre d'accéder à ce qu'on appelle le TLS. Le TLS, c'est le Thread Local Storage. C'est-à-dire que aujourd'hui, les compilateurs C sont capables de compiler des programmes en réservant des zones mémoire pour chaque thread qui va être créé. Il faut les avertir avant. Okay. Donc, c'est possible de le faire.
À ce moment-là, on va dire au compilateur, ça, c'est de la mémoire pour tel thread, et la macro qu'on a vue tout à l'heure va nous permettre d'accéder à la mémoire de ce thread-là. Okay, de manière générale, ça fonctionne comme ça. Et tout a été abstrait derrière. Alors, on va un petit peu regarder comment ça se passe. Donc, quand vous compilez PHP ou quand vous compilez une extension de PHP, ce que vous faites en compilation, donc là, j'ai pris du code de Blackfire, mais il n'y aura pas trop de détails dedans, BF, vous déclarez votre global avec une macro qui n'existe pas, c'est moi qui l'ai créée celle-là, BF declare then global. Et voilà vers quoi elle mène. On peut voir qu'elle mène vers un void étoile. Donc un void étoile, c'est une zone mémoire dont on ne sait rien, mais c'est une zone mémoire, d'accord. Et on voit que cette zone mémoire, elle est taguée __thread. __thread, c'est un tag particulier qui va dire au compilateur C, quand il va compiler cette extension-là, que ce void étoile, il appartient à un thread particulier, et donc il faut faire attention quand on veut y accéder. Et ensuite, il y a un ID aussi qui a été déclaré, TS Resource ID. Okay, et bien, cet identifiant plus ce void étoile, bah, ça va nous permettre d'accéder au contexte courant du thread pour pouvoir stocker nos globales dedans. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce mode ZTS et dans ce mode TSRM? En fait, il se passe ça, c'est que chaque extension va déclarer au démarrage de PHP la size de ces variables globales, et chacune de ces variables globales et ces sizes vont être mises à l'intérieur du TLS, et donc toutes les extensions ont toutes leurs globales qui sont collées une à l'autre, et vous utilisez l'identifiant pour pouvoir y accéder. C'est comme un tableau en fait, hein, tout simplement. Donc par exemple, XML a l'ID numéro 1, Core a l'ID numéro 0, PCRE l'ID numéro 2, etc., etc., etc. Et chacun va pouvoir accéder à la mémoire qui lui est propre de manière totalement abstraite. Alors quand vous faites un petit dump avec GDB, bon là j'utilise une UI, hein, une GUI, où on voit bien la call stack. Donc en bas, le premier appel système, c'est quoi? C'est clone. Donc ça, c'est l'appel système qui permet de dire je veux créer un thread. Et puis ensuite, dans Apache, hein, okay, ça a commencé par start thread donc dans pthread. Et ensuite, il y a le worker event d'Apache qui est passé, puis qui a fait un run process, etc., etc. Et hop, quand ça arrive autour de PHP, tout de suite, ça appelle une fonction qui s'appelle allocate new resource. Et cette fonction allocate new resource, eh bien, elle va créer l'espace de stockage qu'il faut pour chacune des globales de chaque extension pour le thread courant. Ça se fait comme ça. Alors, il ne faut pas avoir mal à la tête. Hein. Okay. Bon, ça va, j'ai simplifié énormément le code aussi. Donc, on voit bien, hein, au démarrage de chaque thread, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on crée une zone mémoire TSRM TLS entry. Okay. Et à l'intérieur, on va aller remplir toutes les structures qu'il faut. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le storage et on utilise le TSRM TLS7. Donc là, il y a un petit commentaire au-dessus. Alors, je sais que le code est un peu imbuvable, ça fait un gros slide, mais c'est le seul qui est comme ça. Les autres ne sont pas comme ça. Ok, donc là, j'avais besoin de montrer un peu comment ça marche, parce que c'est au travers du code qu'on comprend. Enfin, c'est pour ça qu'on fait de l'open source, théoriquement. Donc du coup, on voit qu'ici, il va faire un malloc, et il va allouer la taille qu'on a déclarée pour nos globales. Donc, dans chaque extension PHP, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, en ginit, qu'est-ce qu'on fait? On utilise une macro qui s'appelle zen-tsrmls cache update. Et en fait, vers quel code elle mène, cette macro? Elle mène vers le getLSCache. Et le getLSCache, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pthread get spécifique. Alors, pthread get spécifique, ça veut dire donne-moi l'espace de stockage propre à ce thread-là qui a été créé auparavant par la fonction que je vous ai montrée juste avant. Donc, en fait, derrière, on se retrouve à faire un simple cast, vous voyez. Donc c'est casté sur un, alors ici c'est du Zen Blackfire Globals, okay, donc c'est un pointeur vers mon espace de global qui est chargé depuis le TSRM LSCache avec mon identifiant, parce qu'attention, il y a les autres extensions qui sont autour de moi. Hein, moi je suis juste une extension, avant il y a les globales des autres, et du moteur PHP, de Zen, etc. Donc là, il ne faut pas se tromper. Hein. Et après, il y a les globales des autres extensions qui sont chargées après moi. Okay, donc moi, je suis juste dans un tout petit espace, et puis je peux accéder à ma valeur comme ça, et c'est complètement abstrait. Moi, j'ai juste ma macro à utiliser qui s'appelle bf_g pour globals. Hein. Donc toutes les extensions PHP sont conçues de cette manière-là, en fait. Hein. Et puis, donc voilà, on a le thread safe resource manager local storage cache. Okay.
Et donc c'est mieux fait qu'en PHP 5, puisqu'en PHP 5, il y avait un lookup qui était fait à chaque accès. Donc ça, c'était affreux. Là, on utilise un cache, en fait. Alors, il faut que le créateur de l'extension le déclare, hein, sinon ça ne marche pas. Mais sous PHP 5, il n'y avait pas le cache, ce qui fait qu'à chaque fois que vous vouliez accéder à l'espace global du thread courant, il fallait faire un scan de mémoire pour savoir où est votre zone mémoire. Ah, elle est là. Et dedans, tu veux l'accès à quelle variable? À ça. Pour toutes les globales qui sont accédées dans toutes les extensions. Donc c'est pour ça qu'il y avait un impact qui était relativement négatif sous PHP 5 quand vous utilisiez le mode ZTS. En PHP 7, l'impact est relativement petit. D'accord. Si vous utilisez bien le cache de thread qui s'appelle ZenDenable Static TSRMLS Cache, normalement c'est compilé avec ça. Sinon, regardez comment ça a été compilé. Si vous utilisez ça, à ce moment-là, il va utiliser le cache de thread. Et donc, dès qu'un nouveau thread va démarrer, il va tout de suite mettre en mémoire cache dans une variable qu'on a vue tout à l'heure, tout l'espace de stockage du thread courant. Et du coup, ensuite, votre extension, ou PHP, ou PCRE, ou XML, ou j'en sais rien, quand il veut accéder à ces globales, il peut directement utiliser l'identifiant du thread. Il n'a pas besoin de refaire un scan complet de toute la table pour vérifier où est-ce qu'il est et s'il a bien accès à sa zone mémoire. Alors, ZTS, du coup, qu'est-ce que ça a comme impact négatif? C'est un petit impact négatif, forcément. Hein, c'est un peu le dilemme qu'il y a avec les threads, c'est que ça accélère les choses. Oui, mais pour protéger la mémoire, on est obligé de rajouter des instructions qui vont un petit peu ralentir. Est-ce qu'au final, on s'en sort ou pas? Généralement, oui, on s'en sort beaucoup, on s'en sort bien même. Donc, le démarrage de PHP est plus lent, mais vous ne le sentez pas sur les CPU d'aujourd'hui, vous ne sentez rien. Démarrer PHP non ZTS et PHP ZTS avec le même nombre de workers, vous n'allez rien sentir. Alors si vous faites un time, vous allez le voir, hein, ça va se jouer à du PM, donc le démarrage de PHP, donc on s'en fiche. Hein. Et puis, à la création d'un nouveau thread, donc normalement les threads sont recyclés, vous avez intérêt à leur donner un bon nombre de requêtes par thread, hein, parce que sinon il va être obligé de créer un thread par requête. Et là, ça coûte un peu, puisque à chaque création de thread, il faut créer l'espace de stockage des globales de toutes les extensions, du cœur, de Zen, de la machine virtuelle, etc. etc. Hein, donc ça peut coûter un peu, mais ça reste acceptable puisqu'il y a recyclage des threads. Hein, d'accord. Donc un thread va traiter 1000, 2000, 3000, 8000, 3 millions de requêtes, en tout cas, on espère. Alors, quand est-ce qu'il faut utiliser ZTS? Si vous avez bien suivi, sous Windows, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire autrement, en théorie. Il y a des moyens de faire autrement, mais bon, c'est pour s'amuser. Et sous Unix, normalement, Unix de manière générale, hein, donc normalement vous n'avez pas besoin de ZTS, sauf si vous allez utiliser une extension PHP qui a besoin du mode ZTS parce qu'elle utilise des threads en interne, notamment l'extension pthread. Hein, donc il y a un développeur du cœur de PHP qui a développé une extension qui s'appelle pthread, comme l'extension en C. D'accord. Et cette extension-là, elle vous permet d'utiliser des threads dans PHP. Je vais en reparler dans une minute. Okay. Pour vérifier si vous êtes en mode ZTS dans votre PHP, vous avez plusieurs manières de faire. Si vous êtes dans le code, d'accord, vous regardez la constante PHP underscore ZTS qui vaut true ou false, si PHP est compilé en ZTS ou pas. Vous faites du PHP-V, comme je vous avais montré tout à l'heure, ou alors vous regardez la sortie du PHP info qui va vous afficher tout à fait largement si jamais vous utilisez ZTS ou pas, juste un petit machin qui vous dit ZTS ou pas. D'accord. Alors l'ABI est évidemment pas compatible, hein. Une extension qui est compilée avec du ZTS, vous avez vu que l'accès au global, que toutes les globales, c'est pas compatible au niveau de l'ABI. Okay. Donc là, vous êtes obligé de les recompiler. C'est pour ça que par défaut, le dossier dans lequel les extensions sont stockées sous les systèmes d'exploitation, généralement, vous voyez dans le nom du dossier, vous avez le numéro de l'API et puis vous avez non-ZTS ou ZTS pour savoir si votre extension elle doit être ZTS ou non ZTS. Donc il ne faut pas prendre le .so ou le .dll. Encore sous Windows c'est différent, mais il ne faut pas prendre le .so et puis le passer à son pote et lui dire tiens utilise ça. Non, il faut qu'il recompile ou qu'il réinstalle avec son gestionnaire de paquets lui-même. Alors un petit mot rapide pour dire. Là, je vous ai présenté un petit peu comment ça marchait dans PHP. Si vous, avec le langage PHP, vous voulez utiliser des threads, c'est possible, c'est super expérimental. Vous allez utiliser l'extension qui s'appelle pthread. Tapez ça dans le manuel de PHP, vous allez trouver. Sinon, le site, c'est pthreads.org. Okay. Alors évidemment, il faut être habitué à l'utilisation de thread. Hein. C'est à vous, alors c'est pas encore à vous de faire vos verrous mémoire, parce que ça reste du PHP, donc c'est fait dans l'extension. Derrière, il s'est beaucoup embêté. L'ami, mais de manière générale, il faut être habitué à la programmation
concurrentiel. Hein. Si vous n'êtes pas habitué, ça va faire n'importe quoi. Et du coup, ça ne va pas faire exactement ce que vous voulez. Alors moi, je ne le recommande pas vraiment, parce que PHP n'a jamais été fait pour ça. D'accord. Normalement, dans PHP, c'est du fire and forget. Alors, ouais, le CLI, c'est différent. Je suis d'accord. Le CLI, j'ai besoin de traiter une masse de données énorme. Je veux paralléliser les tâches. Faites-le en Java, quoi. J'ai envie de dire. Faites-le en C++, mais faites-le en PHP. C'est pas fait pour ça. Ça va marcher, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est pas fait pour ça. Hein, donc il va y avoir des bugs, ça risque de ramer, etc. Surtout que l'extension PSRED est expérimentale. Hein, elle n'a jamais été. Faites pas tourner ça en prod. Enfin, ça me paraît bizarre. Pour vous amuser, pourquoi pas, mais il existe des langages bien plus mûrs, bien plus intéressants pour faire ça. Des frameworks OpenMP notamment, en C++, en C. Où vous avez des annotations, hein. Vous écrivez une fonction C et au-dessus vous lui dites parallélise-moi ça sur tant de threads et fais attention à cette variable-là, tu me la protèges avec une annotation en C. C'est le compilateur qui va prendre ça et la libopenmp derrière qui va piloter pthread pour vous pour pas que vous ayez à le faire. Voilà. Bon. Donc de manière générale, utilisez un autre langage plutôt. Si vous voulez utiliser des processus, ok, à ce moment-là, vous utilisez PCNTL, vous connaissez, bon, elle est mature, elle marche bien, c'est juste un wrapper au-dessus d'Unix, hein, au-dessus des appels Linux. Bon, ça marche bien, moi j'aurais peut-être plus tendance, si mon parc est homogène, à le faire en C. Mais sinon, pourquoi pas le faire en PHP ou en Python ou en quoi que ce soit. Hein. Quand vous êtes sous Unix, de manière générale, bon, bah, fork, wait, pit, signal, machin, tout ça, ça marche, c'est fonctionnel. Dans tous les langages, Ruby, etc., vous avez tout ça. Ok. Donc en petite conclusion, PHP est thread safe. PHP est capable de tourner dans des threads. Ces variables globales, on a vu qu'il y a tout un framework, toute une API pour protéger tout ça. Après, c'est à chaque créateur d'extension PHP de bien l'utiliser. Hein. Un créateur d'extension qui fait une extension n'importe comment et qui accède à ces globales sans les protéger, bah lui, en ZTS, au revoir, hein, il emmène tout le serveur avec lui, hein, et tous les clients. Okay, donc là, c'est mort. Vous compilez avec Enable Maintainer ZTS et là, vous avez le mode ZTS qui est activé. Vous avez un PHP qui est thread safe. Vous ne pouvez pas par défaut utiliser de thread dans PHP, dans le langage lui-même, sauf si vous utilisez l'extension pthread. Tapez dans le php.net. À ce moment-là, évidemment, si vous voulez utiliser l'extension pthread, vous devrez l'utiliser sur un PHP ZTS. Ça va de soi, hein, ça paraît logique. Et donc faites attention aux extensions exotiques qui, de temps en temps, peuvent avoir des petits problèmes de threadabilité. Et c'est généralement extrêmement difficile à débugger et à reproduire ces cas-là. Donc ça peut être assez lourd. Voilà globalement ce que j'avais à dire sur PHP ZTS. Il y a 3-4 minutes, hein, donc c'est ça à peu près, pour prendre des questions. Levez bien les mains. Vous avez des questions ? Merci pour la presse, super intéressant. J'avais une petite question sur une variable globale PHP dont tu as parlé qui est PHP_ZTS. Je voulais savoir si tu l'as déjà vu dans du code PHP. Si oui, est-ce que c'est un exemple de code smell? C'est le truc qui ça sent pas bon? Ou il y a des cas d'utilisation où dans le PHP, on doit se poser la question si on est dans du ZTS? Moi, alors c'est pas une variable globale, c'est une constante. Hein. Constante PHP, PHP_ZTS, qui vaut 1 ou qui vaut 0. Non, je ne l'ai jamais vue. Elle est publiée d'ailleurs depuis, il me semble qu'elle n'est pas publiée depuis si longtemps que ça, cette constante-là. Alors oui, elle est utilisée dans les tests. Ouais. Évidemment, il y a des tests qui sont activés ou désactivés, des tests de PHP qui sont activés en ZTS ou en pas ZTS. Et elle n'existait pas en 5.0. Hein. Elle existe en 5.6, 5.5. Après, je ne sais plus. Voilà. Mais voilà, c'est utilisé principalement dans les tests de PHP. Si vous voulez savoir si vous êtes sur un PHP ZTS dans le code de PHP parce que vous voulez peut-être faire des choses autrement, j'ai pas trop de use case en fait. Voilà. Bonjour, merci pour cette présentation. Donc si on conclut, sauf cas très exceptionnel, sur les serveurs, genre si on prend un serveur Apache ou Nginx, ça restait intéressant de rester quand même sur des process et pas de faire de threads. Oui, de manière générale, sous Unix, c'est ce qui est recommandé, oui. Oui. Donc
et sinon, derrière, il y a aucun. Si on n'utilise pas les threads à part entière, ben il n'y a aucun impact sur PHP, quel que soit le mode. Si le code, en utilisant le code, je veux dire, faire du code normal PHP. Ah oui, sans non, parler non, ça n'a d'extension. pas. Oui, non, non, si vous. Oui, Ok. ouais, c'est juste que. D'un point de vue archi, il faut savoir que là, votre code, au niveau du CPU, il va être exécuté sur un thread et non pas sur un processus. Voilà. Donc, quand PHP crash, quand ceci, quand cela, quand il faut débaguer la stack trace, le core file, etc. Là, c'est intéressant de le savoir. Sinon, d'un point de vue développeur PHP, moi, ce que je voulais surtout montrer, c'est que les extensions ne sont pas compatibles entre le non ZTS et le ZTS. Donc, ne baladez pas vos points SO de droite à gauche, ça ne marchera pas. Et de manière générale, je voulais expliquer un petit peu ce que c'est. On entend parler, on voit des trucs sur le web. Donc je voulais un petit peu dégrossir tout ça. Pour un développeur PHP, ça n'a, sur un quotidien, ça n'a aucun impact, bien sûr. Peut-être encore une question, je pense, ou pas, ou sinon c'est bon. Ouais. Bonjour, je voudrais savoir si je prends un exemple d'architecture avec une file RabbitMQ et mettons 10 consumer PHP qui derrière. Est-ce que j'ai besoin d'être thread safe ou pas du coup? Bah, ça dépend, votre consumer il est dans un thread ou pas? A priori non, mais j'ai plusieurs process où justement c'est la question process et thread qui est peut-être pas claire dans ma tête. Ah bah ça c'est à vous de bencher, hein. C'est à vous de voir. Moi, j'aurais tendance à plutôt utiliser du processus parce qu'on est en 2017, quoi. Hein, on n'est plus en 2004, 2003, où là, on avait plus intérêt peut-être à utiliser un thread parce que on n'avait pas 256 gigas de mémoire dans les serveurs, on en avait plutôt 256 mégas. Et là, à ce moment-là, là, il y a pas photo. Aujourd'hui, sous Unix, de manière générale, voilà. Je pense qu'on est au bout. Hein. Merci à tous. Merci.